le comprendrez. J'ai essayé de faire ça autour de 3 temps et demi, en quelque sorte, c'est-à-dire que je voudrais arriver à la question montrer et entendre ensemble, et un cas qui, moi, me tarabuste, qui serait de comparer, et donc qui serait un écho aussi à Didon et Aîné qu'on a vu la dernière fois. Donc la question est comment est-ce qu'on montre à l'opéra le fait de faire l'amour sur scène. Et donc il y a deux points qui sont très différents et qui m'intéressent par rapport à quelque chose qui sera peut-être de l'hétérophonie, enfin il faudra qu'on en discute, mais qui est la manière dont Wagner le montre dans Tristan et la manière dont Berlioz le montre justement dans Les Troyens. Et c'est la même chose, mais tout en étant totalement différent d'un point de vue des moyens. Donc ça, ce sera mon dernier point. Mon avant-dernier point sera un point sans image, mais que j'essayerai de vous raconter. Ce sera au Moyen-Âge la pratique de mettre des textes superposés, les uns sur les autres, de langues différentes, donc de latin et de français éventuellement, mais pas forcément. Et donc je voudrais essayer de mentionner la chose avec vous, pas davantage, et poser la question hétéro, poly, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que c'est. Donc je n'aurai pas les partitions, hélas. J'ai des choses équivalentes, mais pas exactement ce que je voulais vous montrer, mais enfin on en parlera et je vous les renverrai. Et mon premier point, qui sera mon point et demi, sera d'essayer d'ancrer cela dans ce que l'ethnomusicologie, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des musiques non écrites aujourd'hui, appellent hétérophonie. Donc on essaiera d'écouter quelque chose qui s'appelle pour un ethnomusicologue hétérophonie. Mais c'est pour ça que j'appelle ça un point et demi, c'est-à-dire que je voudrais intégrer cela à l'intérieur d'une réflexion sur l'écriture de la musique, qui me semble l'un des points de départ de la question hétérophonie, polyphonie, en tout cas dans le monde musical. Donc voilà, mes 3 points. Premier point, l'écriture en lien avec qu'est-ce qu'on appelle hétérophonie dans un monde non écrit. Deuxième point, tout à fait autre chose, au Moyen-Âge, l'écriture de la musique se développant et la pratique de quelque chose qui s'appelle hétéro ou poly. Et donc le troisième point, quand on met des personnages, donc la constitution d'un personnage qui chante, qu'on voit, et avec donc une prise à l'altérité en tout cas qu'il faut montrer et comment. Voilà. Donc voilà le menu. Donc je voudrais commencer par l'écriture. Et l'écriture, ça nous mène autour du IXe siècle, les tout débuts de l'écriture musicale en Occident. Un moment qui peut-être d'ailleurs est un moment magnifique, je dis peut-être, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'élaboration de la partition musicale, donc quelque chose qui est fondamental à énormément d'égards, qui est lié à une réflexion théologico-philosophique, les deux ne se séparant pas beaucoup à l'époque, sur le signe, le symbole, l'image, enfin, donc de manière très, très forte, et qui, je crois aussi, est lié à l'élaboration, non pas conceptuelle, mais tâtonnante, pragmatique, empirique, de quelque chose qui sera le plan affine. Donc, est-ce un moment magnifique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a là un des enjeux absolument considérables. Donc, autour du IXe siècle, donc autour de Charlemagne, un peu avant, un peu après, on s'est vraiment attelé à la question comment noter, non pas la musique, ce qu'on appelait la musica à l'époque, mais ce qu'on appelait le cantus, et les deux étaient un peu différents, qui était la manière de dire de façon convenable le latin liturgique. La musica, c'était peut-être lié à cela, mais on n'en savait pas grand-chose. Enfin, disons que c'était lié en tout cas à beaucoup de conceptions très théoriques, très arithmétiques, etc., cosmologiques. Et en tout cas, la manière de chanter le cantus à la messe, ça, c'était quelque chose de concret. Et on s'est posé la question, comment faire pour noter ça? Il y a derrière, je passe, des raisons politiques, enfin des besoins politiques d'unification culturelle, on va dire. Et alors, ils avaient 4 options. Ils avaient une première option qui était l'alphabet. L'alphabet hérité des Grecs. Les Grecs, ils notent la musique avec l'alphabet, comme ils comptent avec l'alphabet, donc l'alphabet. Ils avaient une deuxième option qui est celle-là,
qui est une notion que je vais appeler une option qu'on appelle ekphonétique. Je ne sais pas si vous connaissez le nom. Tu vois, tu me demandais si je dois écrire. Ekphonétique. C'est un terme qu'on utilise généralement pour parler des écritures musicales, notamment des écritures musicales orthodoxes grecques. Ekphonétique, ça veut dire on note l'ensemble. On n'essaye pas de détailler, on note une sorte de schéma général. Et donc, en voilà, un exemple. Hein. Vous voyez, les petits signes qu'on a là, ou là, ou là, ou là, ça dit quelque chose sur la manière dont on doit dire l'ensemble de ces termes-là. Donc voilà, c'était... vous les voyez, oui? Une sorte de ponctuation, quoi. Voilà, donc c'est issu... De toute façon, ils ont dans leur background, si je puis dire, les essais de ponctuation donc, et d'accentuation. Donc là, c'est un domaine très... Donc l'accentuation qui vient d'arriver de l'accentuation grecque, et puis la ponctuation qui vient à plusieurs niveaux, mais qui a été notamment mise au point par les moines irlandais. Les moines irlandais qui ne parlaient pas du tout latin et qui donc étaient face à des manuscrits qui étaient pour eux très, très, très difficiles d'accès, et donc qui ont inventé la coupure des mots, et non pas en scriptio continua, mais en coupure de mots, puis qui ont commencé à inventer des éléments pour noter la... donc vous voyez, mais ça, ce sont des petits signes. Vous voyez, celui-là et celui-là sont le même. C'est pas de la ponctuation au sens où nous l'entendons, à savoir marquer une respiration, marquer une logique de la phrase. C'est vraiment quelque chose, alors moi je ne connais pas, mais les musicologues qui s'en occupent le savent, c'est quelque chose qui marque l'ensemble, qui dit la manière de dire cet ensemble. C'est-à-dire que ça renvoie à des schémas musicaux déjà existants qu'on doit adapter à la pièce qui est dite. Voilà. Et ça ne change pas de sens. Ça ne change pas le sens, au contraire, ça l'affirme le sens, étant donné que ça c'est du latin qu'on ne parle pas, qui n'est plus une langue parlée quotidienne, et donc quand on le dit de manière convaincante, claire, juste, etc., c'est bien. Voilà. Donc ça c'était la deuxième option qu'ils avaient. Donc là je passe, vous voyez, bon, il y a toute une série de ponctuations, donc je passe. La troisième option, j'espère que je vais la retrouver là, voilà. La troisième option c'était ça. C'est une alors ben voilà, je marque une écriture que l'on appelle l'écriture daziane. Daziane, qui, donc ça vient des signes d'Asian, donc c'est ces petits signes-là, vous voyez, qui viennent de traiter d'un du De Accentibus, de pseudo-cyprien, enfin bon, etc. C'est compliqué, mais ça a été totalement revu et totalement, enfin compliqué, c'est incertain. Mais ça a été de toute façon totalement interprété. Et donc, cette notation-là est une notation qui n'a pas donné notre notation d'aujourd'hui, hein, mais qui est totalement concomitante, enfin à 25 ou 50 ans près, étant donné la marge d'incertitude de datation des manuscrits, mais qui est totalement concomitante de celle sur laquelle je vais venir. Et donc ça, c'est resté une notation de laboratoire, on peut dire, c'est-à-dire une notation qui n'existe que dans des traités, et qui, sur des petits bouts, et qui n'a jamais servi de manière large au développement de la messe. Enfin, donc de la notation. Continue, la particularité, c'est que ce n'est pas des signes discrets apparemment. Voilà, ça. Oui, donc je vais y revenir, mais on peut déjà commencer. Donc, de fait, ce qu'il n'y a pas, donc c'est tout à fait intéressant par rapport au sujet polyphonie, si je puis dire, parce qu'on voit immédiatement la superposition des différentes voix, et on voit immédiatement aussi leur allure, enfin il y a quelque chose de visuel. Les premiers, c'est vraiment 4 voix pareilles. Ah oui, c'est des 4 voix en même temps, et donc ça indique d'emblée comment on faisait, et ça indique d'emblée que la polyphonie, je mets encore entre guillemets parce qu'on n'a pas encore interrogé le mot, hein, mais donc le fait de superposer des choses existait, était une pratique assez courante, on n'en sait rien, non, sans doute pas courante puisqu'ils expliquent comment faire, donc c'est quelque chose d'excellent.
mais c'était une pratique qui était connue donc autour du IXe siècle. Et donc, il y a deux choses qui n'existent pas par rapport à notre manière et qui sont essentielles, qui sont donc d'un côté là, ça n'est pas justement ce qu'on va appeler le plan affine, ce que j'appelais le plan affine tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne donne pas les intervalles exacts, égaux. Ça renvoie à des tons, des demi-tons, etc., mais une structuration qui est déjà préorganisée, si je puis dire, qui n'est pas neutre, égale. Hein. Et la deuxième chose qui est tout à fait essentielle, c'est que c'est le texte. C'est-à-dire, c'est le texte qui est, donc on ne le voit pas bien, mais il ne sépare pas, et ça c'est un point essentiel pour moi, il ne sépare pas les mots de la ligne mélodique. Ils ont bien l'idée d'une ligne mélodique qui se déploie sur la page. Ils ont bien l'idée d'un parcours, ils ont bien l'idée de hauteur, enfin ils ont un tas d'idées et un tas de concepts implicites essentiels, si je puis dire, mais ils n'ont pas, et donc ils ont bien aussi l'idée des croisements de voix, hein, ou en tout cas des rencontres de temps en temps. Enfin tout ça est la preuve d'une élaboration intellectuelle tout à fait intense, mais ils n'ont pas ce qui a été mis au point. Alors je vais essayer de retrouver, j'avais tout organisé, voilà, ce qui a été mis au point et qui est la base de notre notation, ce qu'on appelle la notation pneumatique généralement. C'est le quatrième loi, c'est ça? C'est la quatrième, voilà. Donc la première c'est alphabétique, hein, donc phonétique, Dazian, et ce qu'on appelle pneumatique. Incanto, aperto, enfin bon, il y a toute une série de noms, je n'entre pas dans ces détails musicologiques, mais donc vous voyez, c'est celle-là qui a été retenue. Donc ça, c'est Saint-Gall 359, c'est le plus ancien manuscrit musical complet. Hein. Ça ne veut pas dire qu'avant, il y a eu au moins un siècle, en tout cas, on a des témoignages. Justement, je ne l'avais pas mis dans mon autre PowerPoint, mais vous voyez, de temps en temps, on trouve dans des lettres, par exemple, on trouve des petits machins qui arrivent, qui surgissent, etc. Bon, je passe. Mais donc, voilà, ça c'est la première notation musicale, tout ça, ce sont des guillemets, complète. Et donc, vous voyez que là, ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'on a la ligne de texte, écrite de manière très claire et de manière totalement séparée, toute une série de petites intonations qui sont à la fois une image du son. J'entends par image le fait qu'il y a l'idée de hauteur. Hein, donc là, cette ligne-là le montre très clairement. Vous voyez, on a l'Alléluia là, Alléluia. Et puis donc on a vraiment l'idée de toute une série de vocalises qui doivent être faites sur l'Alléluia. Hein, avec donc toute une série d'inflexions, et donc on a très clairement aussi l'idée d'un déploiement de hauteur. Hein. Donc il y a ça, mais c'est aussi plus que des hauteurs, et donc c'est pas encore nos notations à nous, c'est aussi des intentions. C'est-à-dire que quand on regarde dans le détail, je ne suis pas musicologue, il y a des paléographes beaucoup plus spécialistes que moi là-dessus, mais je l'ai. Et ce sont des syllabes qui sont des... Qu'est-ce que c'est? Qui est à différentes hauteurs. Donc par exemple, voilà, là on a une traduction, hein, parce que donc il y a un certain nombre de mélodies pour lesquelles on a la traduction, si je puis dire, en notation plus récente, et donc ensuite on peut par ailleurs comparer, etc. Donc vous voyez par exemple, etc. C'est une traduction, c'est déjà. Ça, c'est la traduction en notation carrée, hein, notation de Saint-Gall qui est là, d'accord. Et donc vous voyez qu'on a bien la hauteur, mais que par exemple là, ce qu'on appelle les virgas, ça correspond à la fois à quelque chose qui est plus lent, et quelque chose qui est de dire attention, il ne faut pas descendre. Donc ça correspond autant à la hauteur réelle à faire, enfin il y a les deux sont là en même temps. Il y a bien la notion de hauteur, mais il y a bien aussi la notion attention, fais ceci, ou et cette intention-là, et cet élan-là, etc. Donc il y a toute une série d'indications qui sont totalement perdues, alors là pour le coup, par les notes. Voilà. Donc, des quatre
des 4 essais, en quelque sorte, c'est celui-là qui a perduré. Et donc j'en arrive à mon point. Rapport à la polyphonie, enfin, ou à l'hétérophonie, enfin, comment essayer de mettre ça en lien. Donc, l'alphabet ne donne pas une image du son et est très difficile à employer dans l'analyse de la parole chantée. Donc, l'alphabet marche très bien, en quelque sorte, pour des notes qu'on doit tirer, enfin, sur Tu pourrais les montrer comment c'est, non, t'as pas un exemple de des alphabets, non, j'en ai pas, mais ils n'ont même pas, enfin, ça n'a même pas été essayé. De l'alphabet, on en a dans les traités, alors là, de musica, c'est-à-dire quand ils mettent la gamme, hein, G, A, B, C, D, E, F, etc., c'est-à-dire pour renvoyer à un ordonnancement combinatoire de hauteurs, hein, ayant des liens entre eux. Mais donc ça renvoie à des hauteurs, à la notion de hauteur, mais pour analyser la parole chantée, qui est leur propos, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. En tout cas, on comprend bien que ce soit difficile. En revanche, les 3 autres marchent assez bien. Hein. Les 3 autres marchent assez bien. Bah, du coup, la notation phonétique, j'en ai des exemples quelque part. Attendez. Tu me l'as donné tout à l'heure. Oui, non, mais des modernes, c'est la notation grecque. La notation grecque contemporaine, elle marche très bien. La notation byzantine contemporaine, c'est une notation phonétique qui marche très bien. Ah, ça continue les 3. Ah oui, oui. Ah oui. Donc c'est pas la même. Mais attendez, il faut que j'essaye de trouver. Comme je reprends un manuscrit, ça c'est chinois, c'est plus tard. C'est plus tard. Tu avais fait un PowerPoint? Non, c'est pour une autre intervention. Ah oui, j'avais fait un PowerPoint pour celui-ci et vous allez manquer un moment parce que je l'ai que sur l'autre. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est de la notation grecque contemporaine, donc la notation byzantine contemporaine. C'est le deuxième là, c'est l'ephonétique. C'est justement pour elle qu'on emploie le terme phonétique. D'accord. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas du tout la notion de hauteur, et chaque signe renvoie en fait à une série d'élans à faire sur une syllabe, de manière de voir la syllabe. Donc la notation phonétique marche très bien. En revanche, elle est quasiment impossible justement pour les cas de polyphonie dont on a témoignage qu'il la pratiquait. Donc voilà. La notation d'Asiane, donc elle est parfaite, on voit le parcours de chaque voix, donc elle est même encore meilleure. Hein, donc je reviens. Du coup, vous allez en avoir des quantités. Voilà. La notation d'Asiane, elle est parfaite pour cela, mais donc elle ne détache pas le son de la syllabe à laquelle il est attaché. Et elle se situe également en extériorité par rapport au chant. Et enfin, ça va être l'un des points sur lesquels je vais essayer de travailler, c'est-à-dire que le chant est rendu collectif là. Il n'y a pas d'analyse de ce qui se passe dans chaque voix, j'entends par là, de ce que chaque chanteur, doit faire. Hein. Dans l'autre, il y a l'analyse de ce que justement chaque chanteur doit réussir à faire, hein, dans la notation pneumatique. Là, elle est parfaite pour montrer le parcours en extériorité, mais chaque voix est située dans un espace préorganisé, et chaque voix effectue un trajet spatial dans cet espace, mais ne dit pas, en quelque sorte, autre chose que ce trajet. Donc là, ça ne sera pas destiné du tout, ça, je crois, oui, je ne sais pas si ça aura une destination, enfin, en tout cas, la conceptualité qui est derrière ça est intéressante. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, elle a été récupérée dans l'idée de polyphonie. En revanche, c'est à partir de l'autre et de la première que les déploiements ont été faits. Et alors, moi, donc pourquoi et comment celle-ci peut accueillir en quelque sorte une polyphonie? Et ça va être mon premier point. Elle se situe donc à l'intérieur de l'émission vocale d'un texte, finalement, dont elle donne l'analyse. C'est une analyse de l'émission vocale. Ça, on a un texte, Alléluia, Alléluia, je ne sais pas exactement les hauteurs à faire, mais donc on a cette analyse-là.
Ça donne une image donc du son ou de l'intention à avoir pour émettre le son. Et ça sépare la manière de chanter de la notation alphabétique. Donc, ça autonomise la manière de chanter de la parole. D'accord ? On a le parler, les mots, et puis la manière de chanter qui est autonomisée. Et donc ensuite, il va falloir énormément de temps, énormément de conceptualité, mais on pourra y intégrer dans cela la notion de note, la notion de durée, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a là, d'emblée, dans cette séparation qui me semble essentielle, dans cette séparation analytique, on n'est pas dans les phonétiques de tout à l'heure, hein, on a d'emblée ce qui va permettre l'émergence de la musique instrumentale autonome. Évidemment, on n'en est pas là, mais il y a un dispositif d'analyse de la parole qui me semble essentiel. Je vois, on peut m'arrêter. Oui, non, j'ai une question à te poser. Dans l'exposé que j'avais fait sur le tajwid musulman, Oui. Qui est en gros contemporain, précisément, cette opération n'est pas faite. Tu ne le considères pas comme un chant, Voilà. pour la raison exacte que tu dis. D'où le geste, là, il est vraiment la séparation. Qu'est-ce qui, à ton avis, le rend possible? Quelles sont les conditions de possibilité pour un tel geste qui est effectivement quasiment le point de départ, l'axiome de départ, on dirait? Tu me renvoies à des choses que je voulais éviter. Ah bon? Ah bah, ça, je suis là pour ça, oui. Non, mais je pense que derrière, il y a du christianisme, il y a une analyse de la parole, de la parole chrétienne et du corps chrétien en extériorité, etc. Je termine mon affaire Oui, non, je t'en prie, mais hors christianisme, et mais- si tu veux, on peut essayer Non, mais parce ensuite. que c'est vraiment le geste, Je c'est l'axiome pense- de départ. Je, Oui, d'accord. je ne peux pas ne pas penser qu'il y a du christianisme derrière. En revanche, je voudrais d'abord essayer Non, d'analyser je comprends. ça indépendamment de toute référence théologique, ou de toute façon, je suis un peu glissante. Donc, mais on peut discuter de ça si tu veux. D'accord. Donc, autonomisation, du coup, ça concerne tout type de parole. Et ça me semble tout à fait intéressant aussi. C'est-à-dire que ça crée le chant face aux articulations qu'on peut écrire, c'est-à-dire de manière alphabétique. On peut écrire la parole de manière alphabétique. Et puis, il y aura le chant qui sera la manière de dire ces paroles. Et donc, ça efface finalement une autre manière de concevoir le chant, qui est de dire, bon, il y a de la cantillation, on murmure, on psalmodie, etc. De penser ça en termes de genre adapté à des types de textes. On dit une chanson de geste de cette façon-là, etc., etc. Là, ça pose une sorte d'universalité potentielle du fait chant, et donc du fait musique, ensuite, hein, adapté aux paroles. Et ça me semble également un geste absolument fondamental qui permettra, je crois, tout ça va dans le sens de permettre l'intégration d'une altérité qui s'appellera éventuellement polyphonie. Voilà. Donc, oui. Comment contrôle-t-on la tessiture? Ah ben là, il contrôle. Non, là, il contrôle. On arrive à peu près contrôle à... pas. on Là, va- c'est pas écrit. Oui. Ils le contrôlent parce Ok. qu'ils le savent. Et justement, ça va être l'un des enjeux. Ensuite, par la notion de note, quand on va élaborer la notion de note, de relier Faut cela. se positionner. Enfin, l'enjeu va être de relier cela à la théorie alphabétique de la notation en valeur absolue qu'on a par ailleurs. Et ça, c'est Guy d'Arezzo, quoi. C'est 2 siècles après, mais ça fait partie de l'évolution de la notation musicale et des énormes enjeux intellectuels qu'il y a derrière. Pour le moment, on n'y est pas, mais ce qui m'intéresse, c'est ce dispositif et ses potentialités, justement, hétéro-poly. Enfin, on va poser la question, quoi. Donc voilà, une sorte d'universalité potentielle du fait chant, ça me semble important, donc du fait musique. Hein. Quelles que soient les paroles, finalement, on pourra les traiter. Ensuite, il faudra savoir comment, mais on pourra le faire. Donc c'est une autonomisation, me semble-t-il, et non pas une jonction de 2 phénomènes différents. Et ça me semble important aussi à souligner, c'est-à-dire que l'alphabet renvoie à du sonore, et du sonore pur, avec des structures numériques, etc., qu'ils ont hérité des Grecs. Mais la manière de dire, c'est les articulations, d'accord? Et donc, les articulations, elles sont sonores puisqu'elles sont alphabétiques. Hein. Donc là, il y a aussi, je suis claire, il y a du son. L'alphabet, c'est du son avec des hauteurs numériques. Et ils ont des cordes, la moitié, le quart, le troisième, les proportions, etc. Il y a un réservoir d'analyse sonore qui est là. En même temps, ils ont l'alphabet d'écriture.
l'alphabet d'écriture qui renvoie à des articulations, donc à des faits également sonores. Hein. Donc la question, c'est le rapport entre les deux sons. Hein. Mais il y a dans l'écriture alphabétique, c'est-à-dire dans l'Alléluia, enfin dans tout le texte, il y a en germe quelque chose de sonore. Je suis claire ? Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'une jonction de deux phénomènes qui sont au départ pensés comme hétérogènes, la manière de chanter et l'alphabet, qu'on rajoute ensemble, mais c'est beaucoup plus, me semble-t-il, une altération à l'intérieur de l'analyse de la parole, entre quelque chose qui est de l'ordre de l'alphabétique et quelque chose qui est de l'ordre de la manière dont on le dit. Oui, ce qui fait qu'on va avoir affaire à du 3 en fait, c'est-à-dire qu'il y a la parole qui scinde en deux, c'est ça, oui, et puis il y a le 3 qui va être justement l'alphabet au sens, c'est bien ça. Voilà, du 3 qui va être, enfin du 3 qui va être lent. Oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est là qu'il y aura peut-être une jonction, mais pour le moment, il y en a un qui se divise en deux, et puis il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Qui est d'ailleurs, et il y a un qui, disons, qui se divise en deux de l'intérieur, mais qui doit faire un, puisque au bout du compte, c'est Alléluia en un qu'on doit dire. D'accord ? Donc il y a... enfin bon, tu parlais de théologie tout à l'heure, on y arrive. Donc, il y a l'introduction, si je puis dire, d'une puissance d'altération à l'intérieur de la diction. Une puissance d'altération qui pourra aller jusqu'à la négation de l'autre. Je parle de la vocalise, là. Disons qu'il y a une autonomisation, il y a une puissance d'autonomisation qui peut aller jusqu'à la négation, jusqu'à la rupture totale. La négation du mot, tu veux dire ? De la ligne, d'une ligne par rapport à l'autre. Oui, donc, et qui justement met en question le rapport entre les deux, de manière très forte. Il y a un risque finalement, il y a le risque du son pour le son. À l'intérieur même d'un son qui ne serait pas rattaché à du logos, quoi, quel qu'il soit, que ce soit de la parole articulée ou du logos plus large, mais il y a ce risque-là et il est inclus dans l'ensemble. Alors, j'étais en train, parce que je me suis posé la question de l'hexagone logique, enfin, voilà, j'ai essayé de réfléchir pour essayer d'être en lien quand même de ce que nos interventions se répondent. Donc, il y a aussi toutes les relations possibles entre l'un et l'autre qui sont là. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus, enfin, je soumets ça à la discussion, qu'il y a quelque chose de plus que ce qui n'est pas dans l'hexagone logique, c'est-à-dire que ça met quand même aussi le chanteur devant le vide, devant le fait qu'il n'y a pas, que la jonction ne se fait pas, qu'il n'y a même pas de relation entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Les deux, là, je suis perdu. C'est lesquels entre les deux ? Le haut et le bas, entre le texte et l'intonation. Pourquoi il n'y a pas de jonction ? Pour nous, il n'y en a pas. Pour nous, on ne sait pas... Enfin, il y a des gens qui savent lire ça. Moi, je ne sais pas lire ça. Donc, je ne sais pas faire la jonction. Oui, d'accord. Donc, on sait qu'il y en a une, mais on n'y arrive pas. Oui, mais c'est pas que tu as un problème de jonction, c'est que tu ne sais pas lire la première ligne, tout simplement. Oui, mais après, il faut mettre les deux ensemble pour faire... Si tu sais faire la première ligne, mettre A à la fin, c'est pas difficile, ce que je veux dire. Tu oui, sais qu'à la fin, c'est du A. Il faut savoir la faire, la première ligne. Oui, c'est ça, mais c'est plutôt... Donc, il y a une sorte de vide entre les deux, si je puis dire. C'est pas attaché. Il y en a un qui est clair et l'autre qui est... Et l'autre qui est à trouver. Donc, on peut trouver une autre configuration, c'est-à-dire que l'autre soit clair et le premier soit... Mais il y a vraiment une séparation. Donc, il y a 6 positions subjectives peut-être, enfin dans tous les liens qu'on peut faire entre les deux, mais il y en a aussi une qui est il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un risque. Quand je disais il y a le risque du son tout à l'heure, du son pour le son, il y a aussi le risque que la jonction ne se fasse pas. Et il me semble que ça fait, il me semble que c'est là. Et la notation d'Asiane n'a pas ça, justement. Elle n'a pas ce risque-là, puisque donc les mots sont mis en même temps que leur jonction sur leur image. Oui. J'ai une question. Oui, non. Mais si je comprends bien, tous ces exemples réfèrent toujours à la voix. Oui. Oui. Est-ce que, à cette époque-là, il était concevable que justement cette ligne qu'on ne sait pas lire soit jouée par un instrument? Ça, non. Non. Ils avaient certainement de la musique instrumentale comme tout le monde. Parce qu'ils dansaient, etc., comme tout le monde. En revanche, on n'en sait rien, parce qu'elle n'était pas notée. Et ça, c'est le chant de l'office. Donc c'est uniquement vocal. C'est pour des chanteurs. Et justement, c'est l'un des paris et l'un des énormes enjeux, c'est d'introduire
la musique instrumentale dans l'ensemble même de ce qui va devenir parce que pour le moment on ne sait même pas si c'est de la musica, ça, c'est du cantus. Et la musica va être justement l'autonomisation potentielle de ça, l'élaboration intellectuelle de ça, et donc du coup la possibilité offerte à des instruments de s'insérer, mais ça va demander... Ça aide à l'interprétation. Ça donne aux musiciens la possibilité de... Ça, oui. Et voilà, l'idée qu'on puisse donner ça à des violons, je ne sais pas quoi, mais donc c'est possible, c'est potentiel. Mais pour le moment, ça n'y est pas, et il va falloir attendre plusieurs siècles et plusieurs... beaucoup d'élaborations intellectuelles pour pouvoir y arriver. Et qui est tout à fait intéressant. La notation byzantine dont je parlais tout à l'heure, elle est uniquement vocale. Pas question de mettre des instruments dans un chœur orthodoxe à l'église. Donc, or celle-là, elle va devenir instrumentale. Et enfin, mon propos est de dire que le dispositif le permet. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont créé des conditions de possibilité qui ensuite ont été exploitées. Voilà. Il n'y a pas d'instrument à l'église, dans les églises byzantines? Non. Non, j'ai posé moi-même la question de cette façon-là, j'ai eu moi-même la réponse. Non, parce qu'un instrument, justement, ne prie pas. Un instrument n'est pas capable de parler. Pardonne-moi, et dans l'église catholique, quand est-ce qu'on autorise les instruments depuis le départ Je ne sais pas, c'est un truc très... contesté. Il y a des textes de cette époque-là justement sur la notation d'Asiane qui font appel, qui disent il faut prendre le psaltérion, etc. Mais alors moi je suis pas médiéviste. De ce que j'ai lu, il y en a qui disent mais oui, mais psaltérion c'est symbolique, c'est comme David, etc. À cette époque-là c'est pas possible qu'il y ait des vrais instruments. Il y en a d'autres qui disent mais oui, mais si il y avait des vrais instruments. Donc moi je sais pas répondre à ça. Donc, ce qui m'importe aussi, c'est que ça met le chanteur face à une image, quelque chose de visuel, donc comme la notation d'Asiane, une image, alors cette image au bas, alors là je voudrais risquer quelque chose, c'est parce qu'on est entre nous, et si j'étais... Je suis filmée, oui, je risque, mais j'entends les musicologues me dire, enfin, voilà, comment, le haut et le bas, il y a le haut et le bas, là, d'emblée. Et comment est-ce qu'on arrive au haut et au bas, me semble-t-il, par deux choses, une métaphore et une analogie. La métaphore, le haut et le bas, pour des gens qui chantent, le haut et le bas, c'est immédiat, c'est bas. C'est immédiat, il me semble, un chanteur, il sait où ça résonne dans son corps. Donc le haut et le bas, c'est d'abord quelque chose d'intuitif pour un chanteur. Bon, ça devient une métaphore spatiale, de fait, et une organisation spatiale claire, mais c'est d'abord par une sorte de sentiment, de ressenti. Il n'y a aucun texte qui me permette d'affirmer ça, donc je vous livre ça comme une hypothèse, et voilà. Et d'autre part, ensuite, analogie, pour porter cette métaphore au bas, corporelle, sur la page, puisque vous voyez qu'elle y est, il faut une analogie entre le corps et la feuille de papier. Il faut dire, mon corps est orienté comme la feuille de papier est orientée. Voilà. Je pense que ce sont ces deux opérations de pensée qui sont essentielles, qui permettent ensuite, donc justement, l'élaboration d'une image. Je vous le livre comme une hypothèse musicologiquement discutable. Tu raisonnes à la Rousseau, c'est très bien. Voilà, et donc Rousseau, justement, Rousseau refuse l'image. Rousseau a réinventé une notation musicale à sa manière dans laquelle il évacue l'image. Pour un tas de raisons intéressantes qui ne sont pas notre propos, là il y a une image. Et ça me semble intéressant par rapport à la question de la polyphonie et de l'hétérophonie, parce que quand on met image, il y a d'emblée aussi une sorte d'altérité. Il y a puissance d'altération à énormément de niveaux différents, me semble-t-il, dans cette analyse de la parole, dans la manière de chanter, dans l'image, etc. Donc elle existe en tant qu'image, c'est-à-dire comme quelque chose qui est par nature totalement différent du son, quoi. Oui. Je disais à la manière de Rousseau, c'est-à-dire que tu t'autorises de toi-même pour dire justement tant qu'à faire. Mais en même temps, Rousseau a refusé l'image. Et ça, c'est lui qui m'a mis... Pas sur cet exemple-là, mais dans la méthode générale, c'est très rousseauiste, la manière de faire. Mais c'est pas que vous dites que l'hétérophonie est apparue de manière
antécédent à la polyphonie. Qu'est-ce qui différencie les deux Non, mais il n'y est pas Mais encore ça, là. c'est ce qui est en question. Je ne vais pas... Moi, je pose la question. Vous anticipez la Philippe, là, je pense. Oui, vous anticipez. Et vous avez trop de désir par rapport à mon exposé. Ah oui, autre chose, ça donne une image du résultat. Ça donne une image du résultat, donc ça ne donne pas la manière de l'atteindre. Oui, c'est pas une tablature. Ce n'est pas une tablature. Donc ça ouvre toutes les possibilités à celui qui va le faire pour se débrouiller, pour faire en sorte que le résultat soit atteint. Et donc ça c'est intéressant aussi, parce que du coup là aussi ça laisse une ouverture énorme à l'altérité, justement, qu'il n'y a pas si dans la tablature on vous dit quel geste il faut prendre. Bon, il y a beaucoup moins d'altérité que quand on vous dit débrouillez-vous pour arriver à faire ça, toutes les manières possibles, mais moi je veux ça au résultat. Enfin, c'est tout à fait une autre manière de faire. Donc, du coup, ça ouvre la possibilité de l'instrument, hein, comme je le disais, qui n'existait pas auparavant. Et donc, ça donne aussi l'idée que l'unité d'énonciation n'est pas, c'est le résultat. C'est le résultat, ce qu'on disait tout à l'heure, ça doit faire un, mais c'est le résultat, c'est pas le point de départ. C'est pas l'individu qui est à la base de, c'est pas, etc., singulier, mais c'est produisant. Il est bien là, mais l'un, il est à construire. Il n'est pas d'emblée là. Et ça me semble important aussi pour notre analyse de l'hétéropolie, enfin tout ce qu'on voudra, c'est que l'un est à construire. Le résultat comme un est quelque chose qui est gagné à partir de toutes ces tensions que j'ai essayé de mentionner. Donc il faut faire de l'unité a posteriori, pardon. Et donc ensuite, on aura du coup toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'une voix, ça sera quoi? Ça sera un individu, mais ça sera un personnage, ça sera plusieurs chanteurs à la fois, ça peut être plein de choses. Le mot voix, d'ailleurs, à l'époque, est totalement polysémique. Voix, voces, ça veut dire aussi bien une syllabe qu'une articulation, qu'une note. Enfin, le terme n'a pas du tout acquis cette idée de flux sonore, d'émissions humaines individuelles. Ce sens-là, il arrive au XVIIe siècle, pas avant. Donc on y arrive progressivement, on peut en faire une histoire. Mais donc le mot voix est lui-même ouvert, si je puis dire, ouvert à toutes ces significations-là par cette écriture. Donc ensuite, voilà, cette dissociation a été énormément travaillée, etc. Donc je voudrais soutenir ici, dans notre questionnement, que c'est un dispositif hétéro, poly, tout ce qu'on voudra, mais que c'est un dispositif d'accueil de toutes ces notions-là, et que c'est donc paradoxalement cette notation-là qui va permettre la polyphonie, l'hétérophonie, tout cela, parce qu'elle introduit un mouvement d'altérité à l'intérieur même de la diction, et non pas la notation d'Asiane qui aurait d'emblée semblé immédiatement polyphonique, si je puis dire, beaucoup plus proche, celle-là. Je voudrais soutenir aussi, nous sommes dans des hypothèses risquées, je voudrais soutenir que c'est ce dispositif-là qui mène aussi au théâtre, c'est pour notre séminaire, chez nous. C'est-à-dire que c'est un dispositif d'analyse de la parole qui ensuite demande, et c'est ce qui va arriver au XIe siècle, le théâtre renaît chez nous avec les Alléluia tropés et les tropes d'Alléluia de Pâques. C'est quand on dit Pâques qu'on raconte, on met des mots, et puis ensuite, on a dit, on va mettre deux personnes qui vont, puisqu'il y a un texte qui est d'une autre personne, on met quelqu'un d'autre à le dire, d'accord? Ce dispositif-là permet cela, c'est une analyse stricte de la parole. Donc le théâtre va renaître chez nous sans lien au décor, sans lien au costume, sans lien à même un personnage préexistant. Tout ce qu'il y a d'emblée dans tous les théâtres orientaux notamment, il faut tel costume, tel décor, sinon ça ne marche pas, etc. Là, c'est un dispositif d'analyse de la parole qui va ensuite permettre que un tel ou un tel ou un tel prenne la parole à l'intérieur du dispositif. Et c'est de fait, alors là pour le coup historiquement, la naissance du théâtre. Donc ce qu'on appelle le drame liturgique autour du XIe siècle, les tropes de l'Alléluia de Pâques, voilà, c'est né à Pâques, le matin de Pâques, le tombeau est vide, et donc au lieu de raconter ça à un,
on s'est mis à raconter à plusieurs, les gens les voix différentes du récit se sont mis à vivre en tant que voix différentes. Puis après seulement, on a mis des gestes, etc. Oui. Ça c'est passionnant, mais c'est lié donc au tombeau vide, c'est lié à Pâques spécifiquement, parce que c'est les récits de la résurrection, c'est ça? Oui. Donc le théâtre renaît chez nous. C'est un livre à nous conseiller là-dessus il y a plusieurs. Oui, je peux t'envoyer de la bibliothèque. Oui. Pas avec 10 livres, plutôt avec 2, parce que sinon. Mais disons qu'on avait totalement oublié. Moi, je trouve ça très très intéressant. On a totalement oublié ce qu'est le théâtre au Moyen Âge. Le dernier théâtre a été fermé par Totila, je crois, en 501 ou 2. Donc les Visigoths qui sont à Rome, et donc ils ferment les théâtres. Et donc, on ne comprend plus ce que c'est que le théâtre, c'est-à-dire qu'ils copient du Plaute ou du Terence, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond, et on a des annotations en marge disant, bah oui, ça doit être ceci ou cela, enfin, ils ne comprennent plus. Et donc, le théâtre renaît chez nous, le dimanche de Pâques, au moment où le tombeau est vide. Donc, ils chantaient, non pas Alléluia, mais les tropes de Résurrexit, Sicut Dixit, Alléluia, c'est-à-dire que le tombeau est vide et pourtant il est ressuscité. Et donc ce qu'on appelle les tropes, c'est-à-dire que au lieu de faire Alléluia, ils sont mis à mettre, ce qui est un moment essentiel dans le rapport au rythme, il y a la métrisation, on a commencé à mesurer par les syllabes. Donc pour mesurer cet Alléluia, ils ont mis des textes qui tiraient des récits de l'Évangile, et donc des petits bouts de texte qui étaient justement les évangiles disant que le tombeau est vide, d'accord ? Et donc, dans ces textes, il y avait des voix différentes, puisque on arrive au tombeau, il y a les trois Maries, etc. C'est pas le propos, mais j'en ai là à écouter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, c'était le matin, vraiment, ce sont des séquences très très précises. Au lieu que ce soit un seul qui chante, puisqu'il y avait dans le texte une autre personne, un autre intervenant, et c'est un autre moine qui a pris le relais. Voilà. Et donc là, a commencé à émerger l'idée de voix différentes reliées à un corps, avant même l'idée de personnage. Et bon, et ça me semble intéressant. Et ça, c'est 11e siècle. Autour du 11e, ouais. Le drame liturgique, fin 10e, 11e. Bon, c'est passionnant à documenter. Oui, donc, oui. Et donc, je voudrais soutenir, alors là, c'est pas documenté du tout, c'est moi, que ça mène au cinéma. Moi j'essaye de construire la polyphonie ou l'hétérophonie babélienne. Je veux dire par là que le cinéma repose sur la séparation radicale entre une bande son et une bande image. On est d'accord. Qui ensuite va être synchronisée. Et c'est déjà pas évident. Donc, ça veut dire, et la bande son, elle intègre la parole. On est d'accord aussi. Et la parole, donc, est totalement instrumentalisable. Elle est considérée, parce que les moyens techniques que l'on permet, l'électricité, l'enregistrement, etc., la parole peut devenir l'équivalent d'un bruitage ou de n'importe quoi dans la bande-son qui est séparée de la bande-image. Et ça, c'est un changement épistémologique fondamental, de dire que la parole n'est pas reliée à mon corps, mais elle est tellement extérieure que je peux même mettre une autre voix ou n'importe quoi, que je peux mettre du son à la place de la parole, etc. C'est un bouleversement épistémologique donc, qui a été gagné, c'est-à-dire qu'on a eu le cinéma muet, puis après le cinéma parlant, et puis les débuts de synchronisation, etc. C'est pas si simple que ça. Puis il a fallu d'abord chanter, c'était d'abord de la comédie musicale. Il y a toute une histoire de ça, mais il me semble que ce dispositif-là, de mettre la parole en extériorité, en fait, par rapport à ce qu'on dit, on le retrouve, il est retravaillé et amplifié, etc., dans le cinéma. Voilà, c'est ça. Là, tu renvoies au geste, au départ, à l'axiome, ce qu'on disait. Voilà. Oui, d'accord. C'est pas le l'axiome. dramaturgique, là, tu remontes. Non, je remonte. Donc, voilà. Donc, c'était ma mini-conclusion, en quelque sorte, que ce dispositif d'écriture, accueil, polyphonie, hétérophonie, etc. C'est lui qui va permettre de penser et donc de se poser la question. C'est lui qui mène au théâtre. Et 3, c'est lui qui mène au cinéma.
bon, à prendre avec des pincettes, mais puisqu'on est entre nous, je me permets de lancer ça. Et puis bon, c'est un séminaire poly, pluri, etc. Et donc, comme hypothèse à travailler. En gros, dis-moi si j'ai bien compris, la scission pneumatique est analogue à la scission cinématographique. C'est ce que je voudrais en tout cas lancer comme question. C'est bien ça l'hypothèse. Oui, donc jusqu'où est-ce qu'on peut la soutenir? Je n'en sais rien, mais je trouve ça intéressant en tout cas de rattacher le cinéma à ces bons moines du IXe siècle. Et là, on aura les deux points de vue aussi. Celui qui part du scénario, donc du texte, et qui va rajouter en effet le son et tout ça. Et le contraire, celui qui part de l'image. Oui, après c'est toute la cuisine et elle est infinie et elle mène justement à tous les phénomènes de poly, hétéro et tout ce qu'on voudra. La cuisine est infinie. Mais le dispositif d'analyse de la parole me semble absolument original. Voilà, vertigineusement original et surtout si ce que je dis a une quelconque validité, c'est une hypothèse, je ne le cache pas, ça engage tellement de choses dans une culture que ça mérite qu'on s'y arrête. Après, excellent.